Eh bien, vous savez quoi? J'ai beaucoup aimé ce Leipzig PSG. Bon, en première, peut-être un peu moins, mais en seconde, c'était bien. Match de préparation, encore une fois, cette fois-ci contre une équipe très très forte, très très grande, hein, comme Leipzig. J'ai rien contre Sturm Graz, hein, évidemment, qui est un club professionnel d'Autriche, c'est quand même très très bon. La Leipzig, c'est quand même dans le top 5, top 4, voire même top 3 de Bundesliga depuis quelques saisons. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je sais pas du tout comment je titrerai cette vidéo, je tourne à chaud, hein, comme d'habitude, mais on doit évoquer, comme vous le savez, l'aspect offensif du PSG qui pose des questions. Et on va parler de Gonzalo Ramos. On va également parler tactique. Je vous ai remis un peu le schéma que j'avais utilisé lors de ma dernière vidéo. Il y a quand même des choses très très intéressantes, mais bien sûr qu'on est obligé de parler de Gonzalo Ramos parce qu'il y a ce débat dans la commu PSG. Mais Koro, tu vois le PSG vainqueur de la Ligue 1 alors que sans Kylian, qui va marquer des buts? Mais oui, c'est vrai, je suis le premier à poser cette question. Qui va marquer des buts au PSG? Et c'est pour ça que pendant longtemps, même peut-être encore maintenant, le PSG cherchait un numéro 9. Mais ce numéro 9 n'est-il pas ici? Et j'ai envie de vous présenter un petit peu rapidement son profil statistique avancé, au-delà de ses buts et passes D, hein, qui sont pour moi pas non plus le plus pertinent dans la réflexion. C'est toujours cool de noter ça, mais voilà, je vais un peu pousser le truc. Et vous savez, j'en parlais à un ami très récemment. Est-ce que le PSG partir simplement avec Ramos en numéro 9, bah, est-ce qu'il ne faut pas le tenter au final, en espérant évidemment qu'il ne se blesse pas, qu'il garde sa régularité en ayant en backup Colomani, qui peut également jouer sur le flanc droit, sur le demi-espace droit. Bon, c'est de la réflexion. Voilà, on se retrouve hein, sur Football Ref. On va parler de Ramos. Juste avant, j'ai quelques petites choses à vous montrer, tactiquement parlant. J'ai également envie d'évoquer un homme, Milan Skriniar, hein, que vous savez bien, fait beaucoup débat. Bon, on en reparlera tranquillement. Juste avant, j'avais envie de montrer un petit peu le dispositif du Paris Saint-Germain sur ce match-là et un petit peu ce qu'on a vu contre Sturm Graz. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de cette équipe autrichienne. Mais déjà, il y a quelque chose d'extrêmement important à noter. Luis Enrique, on le connaît réellement beaucoup pour son système en 4-3-3, très classique, hein, qu'il utilise depuis le Barça, qu'il a utilisé avec la sélection espagnole et tout. Maintenant, il y a une vérité, vous savez, le football tend énormément vers le 3-5-2, le 3-4-3, le 3-2-5, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, un système à 3 défenseurs, avec des pistons qui vont énormément contribuer à l'aspect offensif de leur équipe, forcément. Et voilà, un entrejeu qui est plutôt composé d'un double pivot, on voit énormément ça. Bon, ben, factuellement, il y a un monde où Luis Enrique va sur ça. Là, vous avez Vitinha en point de basse, mais en vérité, le double pivot, il est avec Warren Zaïre-Emery en première période, il faut quand même l'indiquer. Il y avait 7 défenses à 3. Pacho, qui a vraiment fait, je trouve, un très très bon match pour un premier match, en plus de prépa, super cool. Hein. On en a parlé sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo sans aucun problème. Vous avez Zag de ce côté-là et Skriniar, ben voilà, qui forment cette défense à 3. Là, vous voyez pas trop avec ma tête, je vais rapidement enlever ma tête, mais voilà un petit peu le reste des joueurs du PSG. Vous avez un peu ce double pivot Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Vous avez les sortes de pistons sur ce dispositif. Bon, ben, on peut dire que sur le côté gauche, ce serait Asensio, je crois, et à droite, c'est Solaire. Et en gros, la ligne de 3, là, qui est composée par Kang In Lee, le coréen, Colomani, et à gauche, c'était Mbaye. Donc là, vous voyez, c'est un sort de 3-4-3, mais on peut également voir ça en 3-5-2. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs possibles. Hein. Ça, c'est le schéma tactique. Là, on parle de l'animation. Bon, ça, c'est quand même une chose à indiquer. Voilà, là, sur ce screen, on le voit encore mieux, mes chers amis. On a quand même ce système à 3. Il y avait quand même, pendant la première période de Leipzig, qui était quand même assez haut sur le terrain. En seconde, ils sont descendus beaucoup plus bas. Le PSG a vraiment campé dans leur surface. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment considérer le fait que ouais, Luis Enrique veut jouer en 3-4-3, 3-5-2, vous l'avez compris, 3-2-5 avec ce PSG-là. Et c'est pour ça qu'on s'était un petit peu projeté lors de la dernière vidéo. Je vous remonte ça très rapidement. J'avais indiqué ben, comment pourrait jouer ce PSG-là avec les nouveaux joueurs qu'il y a eu. Là, je vous ai vraiment proposé les joueurs, on va dire, à peu près titulaires avec Pacho, qui est entre Marquinhos et Lucas Hernandez, qui me semble être quand même la chose assez logique. Vous avez évidemment, j'ai mis Ramos en pointe au lieu de Kolo. Je vais juste après développer concernant Ramos. Dembélé, évidemment, à droite et Barcola à gauche. Et voilà, le tandem au milieu de terrain. Là, par défaut, j'ai mis Vitinha et Neves. Bon, c'est de la réflexion. Vitinha, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Fabian Ruiz, Neves et tout. Ça, c'est de la réflexion et on sait que Luis Enrique fait beaucoup tourner au cours d'une saison, donc on verra bien. Voilà, avec évidemment les deux pistons titulaires du Paris Saint-Germain que sont Hakimi et Nuno Mendes. Mais quand même, une chose intéressante à noter concernant Nuno Mendes, là, je l'ai regardé d'un seul œil, enfin pas d'un seul œil, je regardais les joueurs à côté. J'ai pas pris de screen de la seconde période, mais Nuno Mendes était
quand même, je trouve, beaucoup sur cette défense à 3. C'était un petit peu comme ça Mendes ici, et je crois qu'ici il y avait Mayulu peut-être, je sais pas. Mais après, c'est pas forcément gênant, parce que même si Mendes est axe gauche sur une défense à 3, il peut totalement percer intérieur. On sait qu'il a cette faculté-là. Mais voilà. Dans l'absolu, on peut considérer ce genre de dispositif. D'ailleurs, si tu souhaites jouer en 3-5-2 avec les joueurs là que j'ai alignés, on pourrait peut-être imaginer voilà, le 2 comme ça avec Ramos et Barcola, avec Dembélé qui est un peu plus bas, qui forme un petit peu un truc comme ça. On sait que voilà, ça peut alterner. Même si en vrai, si tu fais un sort de 3-5-2, c'est quand même cool de partir avec deux avançants directement. En l'occurrence, ce serait Ramos et Colomani, vu que ce sont un peu les seuls qu'il y a au PSG aujourd'hui. Je vais prendre un des exemples les plus connus, on va dire, du football actuel, en tout cas les dernières saisons, surtout la saison dernière. En football de club, c'est l'Inter Milan qui est de très loin une des équipes les plus performantes du football actuel, un peu sous-côté, je trouve. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà, qui joue avec cette défense à 3. Là, en l'occurrence, il y avait Darmian, Acherbi, Bastoni. On sait qu'il y avait pu avoir notamment Pavard. Il y a un entrejeu très, très fort avec Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Un milieu, là, il y a trois milieux de terrain parce que oui, ça joue avec Martinez et Dzeko. Martinez, il y avait également Lukaku un temps, Martinez et Thuram. Voilà, il y a ce double avant-centre, mais des avant-centres assez spécifiques. Et évidemment, les pistons que sont Dumfries et Di Marco. Bon, si on imagine ça côté PSG, bah, on peut littéralement avoir la même chose avec voilà, Nuno Mendes, Hakimi dans le rôle un petit peu de Dumfries et Di Marco, hein, littéralement. Un entrejeu, du coup, Vitinha, Neves, bah, on peut ajouter, bon là je le rajoute, on va dire Fabien Ruiz. Par contre, voilà, le truc, c'est que tu es obligé de jouer avec deux pointes, hein, vraiment, dans ce système. Donc tu mettrais Barcola et Dembélé sur le banc et tu rajouterais Colomani. En soi, c'est faisable, hein, même si je pense pas du tout que ça va jouer comme ça au PSG. Parce que, ok, tu peux avoir trois milieux dans ce 3-5-2. Tu peux avoir des gros pistons avec Hakimi et Nuno Mendes qui seront clairement ailiers hein, dans ce dispositif-là. Maintenant, sans Dembélé, Barcola, c'est quand même chaud. Donc, voilà, tu peux jouer dans ce 3-4-3 qu'on a pu voir notamment totalement. Mais, et ça, c'est déjà quelque chose que je développais dans la dernière vidéo, si tu veux jouer un 3-4-3, voire même, vous l'avez compris, hein, on peut totalement faire Dembélé et Barcola un peu plus intérieur avec Nuno Mendes et Hakimi vraiment, vraiment haut sur le terrain qui peuvent totalement dédoubler. Donc, un sort de 3-2-5. Le gros problème, si c'est un problème de ce dispositif-là, ça demande un double pivot extrêmement abouti, très, très dense, très, très compact, énorme, hein, voilà. Donc, Vitinha et Neves, si vous me demandez, là, vous me posez la question, est-ce que je pense que ça peut tenir? Vitinha, Neves, même Ruiz, de ce qu'il a pu montrer, dans un double pivot, ça peut fonctionner. On sait que, notamment Ruiz en sélection, ben, il a quand même joué dans un double pivot avec Rodri, même s'il y avait Pedri, qui était quand même plus haut hein, dans ce dispositif-là. Il faut voir, hein, ça sera à tester de toute façon, ce sera vraiment, vraiment beaucoup de réflexion. Mais voilà, le truc, c'est que ça peut créer un déséquilibre immense à la perte de balle. Il faudra des retours vraiment express, supersoniques des pistons. On verra bien. C'est super intéressant, je trouve, de parler tactique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. En tout cas, cette défense à 3, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez, que ce soit au niveau projection, la qualité de passe, même la qualité défensive globale, c'est plutôt bon, voire très bon. C'est voilà, il faudra réfléchir. Il faudra vraiment réfléchir. Bon, avant de parler de Gonzalo Ramos et de l'attaque parisienne, on va parler de Milan Skriniar. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, les matchs de pré-saison, il ne faut pas trop les prendre en compte. Après, c'est bien pour voir des dynamiques et tout, mais ça peut être dans la continuité. Aujourd'hui, on n'apprend pas que Skriniar, j'ai pas envie de manquer de respect, parce que là, c'est un joueur professionnel et tout. Maintenant, il est assez limité, et j'ai envie juste de faire une petite parenthèse que je sens que je vais l'oublier concernant les coups de pied arrêtés. On s'en souvient de ce but de Mats Hummels en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. Ouais, le PSG a encore un problème au niveau des coups de pied arrêtés, hein, il faut totalement le dire, défensivement parlant. C'est compliqué, voilà, il faut le dire. Et Skriniar, ce qui est dingue, c'est que c'est un défenseur plutôt grand, 1m87, mais il est globalement mauvais. En fait, Skriniar, ce qui est dingue, c'est que quand on regarde sur Football Ref, ses stats de passe sont très très bonnes, c'est super vert, 99 centiles, il est parmi les meilleurs défenseurs centraux sur ce registre-là. Sauf qu'il y a une nuance. En fait, il faut comprendre à quel point les passes peuvent être utiles ou non. J'ai pas envie de manquer de respect encore une fois, hein, mais les passes de Skriniar, les passes courtes, les passes moyennes, les passes longues, il y a un pourcentage réussi qui est énorme. Mais où est la prise de risque? Quand on regarde notamment les expected assists, il en a zéro. C'est-à-dire que Skriniar est littéralement le pire défenseur sur ce registre-là comparé au top 5 européen. Les passes clés, 0,12 par 90 minutes, ce qui est très mauvais, 17 centiles. Très 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 mauvais. Les passes dans le dernier tiers du terrain, pardon, c'est plutôt très élevé, 85 centiles. Mais il faut prendre en compte l'équipe dans laquelle il joue, c'est le PSG. Et on sait que le PSG peut être extrêmement haut sur un terrain. Donc, c'est normal que Skriniar fasse beaucoup de passes dans le dernier tiers du terrain parce que le PSG campe
dans le dernier tiers du terrain adverse, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc voilà, il faut apporter de la nuance. Ce qui est important de voir, c'est les passes dans la surface de réparation adverse, les centres dans la surface de réparation. C'est très mauvais. C'est très très mauvais parmi les pires. Et voilà, les passes progressives, c'est un peu moins important à noter parce qu'encore une fois, il est défenseur, c'est normal qu'il fait des passes progressives. Bon. Donc c'est des passes globalement qui servent un peu à rien. Ce qui est triste, c'est quand on voit un peu la contribution des tirs et des buts du joueur, bah, c'est très faible. Hein. Ses actions menant à tir, actions menant à un but, c'est très 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 faible. On sait que c'est pas du tout un mec qui dribble. Il a parmi les stats de dribble comparé aux défausseurs, bah voilà, parmi les pires. Il a des bonnes stats balle au pied. Hein. La distance totale parcourue avec le ballon, derrière l'attaque et tout. Mais encore une fois, c'est normal, c'est un défenseur. Et quand le PSG est haut sur le terrain, il peut porter le ballon. Il faut encore une fois voir les possessions progressives, les chevaucher dans la surface de réparation. 0, il en fait aucune. Joueur très neutre, hein, qui a juste une bonne conservation de balle, honnêtement. Voilà, il n'a pas beaucoup de mauvais contrôle de perte de balle. Mais il prend pas beaucoup de risques. Et pour moi, le pire, c'est un peu sur l'aspect défensif de Skriniar. On va le voir rapidement. Voilà, je vous ai retrouvé ce très très bon graphique de DataFoot que je vous invite toujours à follow. J'en parle souvent sur la chaîne. Très très bon taf. Bon bah, il a vu un peu Milan Skriniar sur la saison 23-24. On peut regarder un petit peu hein, les stats où il est vraiment bon, notamment concernant éviter les erreurs, éviter les pertes, réussir ses passes longues. C'est bien, hein, c'est super bien. On a compris que voilà, c'est pas très utile hein, parce qu'il prend vraiment très très peu de risques. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde les duels, je rappelle qu'il est défenseur, son volume défensif, 25 centiles, bah, c'est parmi les pires en Europe, littéralement. Il a très très peu de volume défensif, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si tu as un volume défensif qui est moindre. Mais imagine, tu es clinique, tu es parfait. C'est bien. C'est pas le cas. C'est pas le cas pour Skriniar, qui a des performances en duel, du coup au sol et au jeu aérien, qui sont très mauvaises, même critiques pour le jeu aérien. Je pense que ça en dit quand même long. Est-ce qu'il peut compenser par sa conduite de balle? La vérité, c'est que la capacité d'élimination du joueur et les courses avec ballon sont faibles. On peut également voir ce graphique de Datascout que je mettrai en description, encore une fois. Ça, c'est les sites, ils sont en description. Le compte Twitter est en description sans aucun problème. Skriniar est ici, sur le tableau, je pense que vous le voyez. Plus vous êtes haut, plus vous avez des duels aériens remportés qui sont élevés. Plus vous êtes à droite, plus vous avez des duels au sol remportés qui sont élevés. Ben, Skriniar est ici. Il a un volume faible et il a en plus des duels remportés au sol et dans les airs qui sont faibles. Parmi voilà, les joueurs ben, assez neutres hein, là-dessus. Quand on voit les Nioro, là vous ne le voyez pas trop, je vais enlever ma tête rapidement. Regardez les Nioro, il est tout en haut à droite de l'écran. Il a le meilleur ratio en vrai duel aérien gagné, duel défensif au sol gagné. Un truc à nuancer quand même, on ne fait pas une vidéo sur Yoro, mais Yoro a un volume défensif assez faible, voire très très faible. C'est-à-dire qu'il va très très rarement au duel, mais la différence avec Skriniar, c'est que Yoro a, ben, vous le voyez, une réussite exceptionnellement élevée. Yoro est ici, et vous avez Skriniar qui est ici. Ça, je pense que c'est quand même très triste de voir ça comme ça. Donc oui, voilà les amis, concernant Skriniar, vendre, ce serait bien, mais bon, malheureusement, vous savez, les transferts, quand ils sont gérés par Nasser, il me semble que Skriniar, c'était Nasser, ça peut aussi mettre énormément d'argent. Le salaire de Skriniar n'a absolument aucun sens. Je crois qu'on parle d'un salaire de 12 millions, quoi, par, je sais même plus, enfin, c'est un salaire aberrant. Donc, vendre le joueur, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. C'est malheureusement la vérité. Et voilà, bref, c'est dommage. C'est quand même dommage d'avoir donné un salaire aussi élevé à un joueur comme ça qui est quand même très neutre. Qui a en plus une présence offensive. Bon, il y a pire, mais il y a mieux. Hein. C'est compliqué. Skriniar est compliqué. Voilà. Je voulais quand même terminer sur un dernier truc concernant Skriniar. Là, vous êtes sur DataMB. On compare la Skriniar à Beraldo et à Pacho hein, qui vient d'arriver. Très très intéressant. Regardez Skriniar en vert. Vous avez les actions défensives du joueur, comme on l'a vu, très très faibles. Hein. Il a vraiment un volume défensif très faible. Regardez Beraldo en rose, violet et Pacho en bleu. Ils ont un volume défensif qui est beaucoup plus élevé. Et on a notamment vu Pacho qui allait vers le duel souvent. Et une réussite notamment de Pacho qui est plutôt bonne. Beraldo, il a quand même une réussite au duel qui est moindre. Il devra progresser là-dessus. Mais voilà, Skriniar, bah, c'est rien. Hein. Il a peu de duels faits. Il a peu de duels remportés également. Le duel aérien, c'est également faible. D'ailleurs, on voit que Pacho non plus se dégage pas trop là-dessus. La qualité balle au pied, comment il porte le ballon, bah, encore une fois, Skriniar, hélas, c'est assez moyen. Et on a vu qu'en vrai, il porte le ballon, mais c'est pas vraiment, il va faire une course progressive comme Warren Zaïre-Emery, par exemple. Même Marquinhos peut le faire, voilà. C'est compliqué. On va pas se mentir, c'est quand même compliqué. Bon, on va quand même terminer sur une chose positive. Je fais une vidéo très à rallonge, mais on va parler de Gonzalo Ramos. Est-ce que Gonzalo Ramos, c'est au final bah, l'avant-centre maintenant qu'il faut consolider au PSG? C'est lui le bon, c'est lui le joueur qu'il faut absolument.
j'ai envie de vous dire, il y a des bonnes choses. Il y a vraiment des bonnes choses. Et je vous avoue que j'aimerais beaucoup que le PSG réussisse à consolider Gonzalo Ramos. Déjà, je vais dire quelque chose de très très simple. Quand on regarde ses stats sur Transfermarkt, simplement les buts, en Ligue 1, on voit qu'il a fait 29 matchs et 11 buts. On se dit, ouais, Koro, 29 matchs, 11 buts, c'est pas fou. Mais n'oublions pas un truc, quand on compte un match, vous rentrez 1 minute sur un terrain, c'est considéré que vous avez joué un match. On est bien d'accord que c'est débile. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les minutes jouées. Gonzalo Ramos en Ligue 1, il a fait 1420 minutes. Ok. On fait 1420 minutes du coup divisé par 90, ben c'est 15,7 matchs joués. Et déjà là, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que Gonzalo Ramos, on va arrondir à 16, ok. On va dire de manière effective, Ramos a joué 16 matchs. Eh ben, je suis désolé, mais un ratio de 11 buts sur 16 matchs, c'est vraiment bien. C'est honnêtement vraiment bien. On n'est pas sur le 1 but par match, mais il a marqué. Et ce qui est ultra intéressant quand on regarde un peu son profil un peu plus poussé sur Football Ref, notamment au niveau des tirs et des expected goals, vous savez très bien les buts attendus, eh ben on remarque qu'il est parmi les joueurs, comparés aux avant-centres évidemment en Europe, bah, parmi les veilleurs. Il a 0,70 par match, qui est très très bon. Mais regardez ses buts, il est à 0,61, 78 centiles. Ça veut dire qu'il sous-performe. Le problème de Ramos, là, de ce qu'on voit sur ces stats-là, il a une sous-performance au niveau de sa finition. Et en vrai, je trouve que c'est ultra intéressant parce que quand on voit ses expected goals sans les penalties, expected goals par shot, c'est vraiment des stats très très bonnes. Juste, il a un problème de finition. Et même si ben, il a mis 11 buts en environ 16 matchs, avec un peu plus de finition, il aurait peut-être pu en mettre 13, 14 en 16 matchs. Et franchement, c'est super positif. Au-delà de ça, il a quand même, je trouve, une qualité de passe sans non plus être révolutionnaire, bah, qui peut être utile. Hein. Voilà, il a un pourcentage réussi qui est cool. Les passes dans le dernier tiers du terrain, elle est plutôt OK. Voilà, c'est rien de plus de bien flamboyant. Mais ce qui est extrêmement intéressant avec Gonzalo Ramos, c'est sa qualité défensive. Il a une activité, on peut le voir ici, activité défensive très 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 élevée parmi les avancantes, c'est clairement parmi les meilleurs hein, en Europe. Et je trouve que c'est quand même super intéressant parce que c'est un joueur forcément qui donne beaucoup d'énergie sur le terrain. Bah, mine de rien, quand vous prenez tout en considération, il y a une qualité défensive, surtout une activité très très forte, donc beaucoup de pressing, de contre-pressing. Vous avez mine de rien une qualité de frappe bah, qui est vraiment bonne. On a bien vu le but qu'il a marqué aujourd'hui contre Leipzig. C'est un but assez technique, c'est un but compliqué, il tire, il cadre. Voilà, alors il n'a pas un bon ratio hein, de tir cadré, c'est clair. Maintenant, quand on regarde un peu le expected goals par shot, c'est plutôt très très bon. Donc ça prouve que ses frappes peuvent être réellement dangereuses. Je pense que s'il améliore sa qualité un peu de précision et sa qualité de finition, bah, il y a quand même toutes les raisons de croire qu'il peut réellement être l'avant-centre du PSG. Après voilà, il a certaines limites. Hein. Je ne vais pas dire que c'est l'avant-centre parfait et tout machin, il doit beaucoup progresser. Mais quand vous prenez par exemple sa qualité balle au pied, bon, il dribble très peu, hein, il réussit peu de dribble en plus, donc voilà, c'est clairement pas un dribbleur non plus. Quand on regarde un petit peu les positions progressives, mais surtout dans les chevauchés dans le dernier tiers, dans la surface de réparation, il n'y a rien de bien fou parce qu'en vrai, il reste plutôt avant-centre malgré son activité. Donc voilà, après, voilà, niveau perte de balle, ça va. C'est vraiment pas si grave. On voit quand même que les pourcentages du duel aérien gagnés, c'est plutôt vraiment bon. Donc voilà, il y a des défauts, mais je vais juste comparer à Haaland, rapidement, vous allez voir un truc. Alors évidemment, quand je dis comparer à Haaland, on est d'accord que c'est pas la même chose au niveau de l'équipe, du championnat et tout. Hein. Là, je veux juste montrer le rapport de Haaland. Il y a un truc intéressant. Haaland, quand on regarde un petit peu sa qualité de passe, bon, il passe extrêmement peu. Hein. C'est clairement parmi les avancantes qui passe le moins. Par contre, il a des gros pourcentages de passes réussies. Voilà, il est un peu... Enfin, il a quand même très peu de qualité de passe, même dans la surface de réparation et tout. Bon, voilà, il faut le dire. Maintenant, Haaland... Pourquoi Haaland? C'est Haaland. Expected goals, premier mondial. But marqué, tir cadré et tout machin, bah, littéralement dans les premiers. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très dingue. Mais bah, globalement, à part ça, il est limité. Même l'activité défensive, on sait qu'il ne fait pas des millions d'efforts sur un terrain. Voilà, il y a quand même un pourcentage de dribble taclé qui est élevé. Mais sinon, c'est rien de bien fou. Hein. Même voilà, qualité balle au pied, dribble tenté, dribble réussi, pourcentage de dribble réussi, c'est très faible. Etc. Pourcentage du duel aérien, par contre, c'est énorme. Mais bon, Haaland, je pense que si aujourd'hui on propose Haaland au PSG, bah, tout le monde dit oui. Pourquoi? Parce que Haaland marque des buts. Donc, Ramos, s'il vient au PSG, il est au PSG, mais si on lui dit tu es titulaire, le but, c'est qu'il marque des buts. Et quand on voit ça, et quand on regarde un petit peu sur le terrain, même quand on regarde son ratio but, tant joué 11 buts en 15-16 matchs, bah, franchement, oui. Franchement, je me dis c'est possible. Je rappelle que, ok, Mbappé, il mettait 50-55 buts et tout sur la saison. Bon, déjà, il y avait les buts considérés en équipe de France. Hein. Il faut quand même le rappeler.
Notamment la saison dernière, il en a marqué beaucoup contre Gibraltar, il a marqué en Coupe de France et tout. Mais bref, en Ligue 1, il met beaucoup de buts. Il a mis combien en buts en Ligue 1 sur la saison dernière? Voilà, bah, je peux vous montrer ça. En Ligue 1, il a mis 27 buts la saison dernière, Kylian Mbappé. Voilà. 27 buts en 29 matchs, bah, ce qui est un ratio très bon. Hein. Là, on a juste les statistiques en club. Voilà, 44 buts marqués sur la saison en club, donc c'est vraiment beaucoup. Maintenant, on va considérer un truc très simple. Est-ce que pour gagner la Ligue 1, tu as besoin de Kylian Mbappé? Non, il faut juste une équipe qui puisse marquer aussi, pourquoi pas, un petit peu multiplier les occasions et les buteurs. Il faut vraiment que les milieux du PSG, notamment, puissent marquer. On a parlé de Vitinha, on a parlé de Neves qui a quand même une présence offensive moindre, mais Vitinha doit marquer plus. Forcément, les ailiers doivent marquer plus. On a vu que, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, Manchester City avait gagné la PL, mais je crois que c'était Riyad Mahrez ou De Bruyne le meilleur buteur avec 12-13 buts. Bon voilà, mais il y a énormément de buteurs différents, donc c'est ce qu'il faut au PSG. Maintenant, concernant la Ligue des Champions, bah, je suis d'accord, hein, Mbappé en Ligue des Champions, il a marqué énormément de buts, même des buts très décisifs. Bon, même s'il n'a pas été grandiose dans beaucoup de matchs, hein, il faut le dire, il a marqué. Donc ça va être dans les moments très importants qu'il faudra voir qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai envie de vous dire, on ne gagne pas une Ligue des Champions avec le buteur. Ce que je veux définir par là, une Ligue des Champions, on la gagne avec la solidité, avec un collectif très abouti. L'exemple de Chelsea, la dernière fois qu'ils ont gagné, c'est un exemple pour moi qui est très bon, extrêmement solide. Les moments où il fallait être décisif, ils l'ont été. Voilà, donc j'ai pas envie de dramatiser la chose non plus. Et pourquoi pas compter sur Ramos. Voilà, pourquoi pas compter sur Ramos. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé si elle a paru un peu bâclée, rushée et tout. Je n'ai pas beaucoup de temps pour la tourner, donc voilà, j'ai essayé de faire au plus vite. J'ai parlé très vite, je suis quand même désolé. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de quitter la vidéo. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de Ramos? Je pense qu'on fera une vidéo calmement, tranquillement, pour peut-être expliquer, enfin, en tout cas ma vision de pourquoi les statistiques de Kylian, si tu les remplaces pas purement et simplement, c'est pas si grave. Mais il faut un collectif. On verra bien. Il y a eu des belles choses hein, dans ce match-là. Vraiment. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce que tu vas donner dans ton premier match contre Le Havre. Le Havre PSG, il me semble que Le Havre en plus a perdu 6-0 contre Borum. Match très dur. Ça va être dur pour Le Havre. Bon. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la pression.